Le directeur de la banque s'est effondré, inconscient, dans son bureau, et seule l'agente d'entretien savait quoi faire. Mais à son réveil à l'hôpital, elle lui a posé une question qui l'a ébranlé jusqu'au plus profond de son être. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. 6 heures du matin. Béatrice sortit du lit sans attendre la sonnerie du réveil. L'habitude de se lever tôt s'était ancrée en elle après des années de travail dans un hôpital de campagne, où chaque journée commençait par la tournée des services. Aujourd'hui, à 55 ans, elle travaillait comme agente d'entretien dans l'une des banques centrales de la ville, mais son horloge interne battait toujours au rythme de son ancien emploi du temps. Son studio en périphérie l'accueillit dans sa fraîcheur et son silence. Sa fille, Jenny, passait la nuit au dortoir de l'Institut de médecine, elle avait un examen de chirurgie le lendemain. Béatrice mit la bouilloire en marche, étala du beurre sur du pain et prit son simple petit déjeuner, debout près de la fenêtre. Dehors, l'aube de septembre illuminait lentement les feuilles jaunes dans la cour. Une demi-heure plus tard, elle marchait déjà dans les rues vides en direction de l'arrêt de bus. Les clés de la banque cliquetaient dans son sac, un gage de confiance gagné après un mois de travail irréprochable. Les autres agents d'entretien arrivaient à 8 heures, mais Béatrice préférait commencer plus tôt. C'était plus calme ainsi, personne aux alentours, aucune distraction, juste la concentration sur son travail. L'immeuble de la banque se dressait en plein centre, en face de la vieille place. Béatrice déverrouilla l'entrée de service, alluma la lumière dans le local technique et enfila sa blouse de travail. Gants en caoutchouc, seau d'eau, balai éponge, tout était comme d'habitude. Elle commençait toujours par le premier étage, le hall principal, les guichets, la zone d'attente des clients. Le sol y était poli jusqu'à briller chaque jour. Les dalles de marbre reflétaient les lumières des lustres, créant une atmosphère de solennité et de fiabilité. Béatrice travaillait méthodiquement, sans se presser. À 7 heures, les premiers employés commençaient à arriver au compte-gouttes, gestionnaires, caissiers, agents de sécurité. Ils la saluaient poliment, mais avec distance. Pour la plupart, elle faisait partie du décor, comme les chaises ou les ordinateurs. À 8 heures, Béatrice était au 2e étage. C'est là que se trouvaient les bureaux de la direction, les salles de réunion et la réception du directeur. C'était plus calme, plus cossu, plus cher. Des fauteuils moelleux en cuir véritable, des tableaux au mur, des plantes vertes en pot. Elle s'occupait de ces plantes avec un soin particulier. Dans une autre vie, elle avait eu son propre jardin. Elle voyait rarement le directeur, Kelvin Brown. Il arrivait tôt et partait tard, au moment où son service se terminait. C'était un homme grand et digne, au début de la cinquantaine, toujours vêtu d'un costume impeccablement repassé. Son âge mûr lui conférait une certaine prestance, et ses yeux fatigués trahissaient un homme habitué aux responsabilités. Il la saluait toujours poliment, mais son regard semblait glisser sur elle sans s'arrêter. Parfois, en nettoyant son bureau tard le soir, Béatrice remarquait que la lumière était encore allumée. Par la porte légèrement entr'ouverte, elle pouvait apercevoir sa silhouette penchée sur des documents. Il travaillait énormément, même elle pouvait le voir. Sur le bureau, il y avait une photo d'une femme âgée en blouse blanche, probablement sa mère. Béatrice n'avait vu aucune autre photo de famille. Ce soir-là, le 23 septembre, elle s'attarda plus que d'habitude. Un robinet fuyait dans le local technique du 2e étage, elle avait dû éponger les flaques et placer un seau. Il était déjà 6h30 quand elle monta au 3e étage avec l'aspirateur. D'habitude, le bâtiment était vide à 7 heures, mais une lumière filtrait encore du bureau du directeur. Béatrice commença à passer l'aspirateur sur la moquette de la réception, en essayant de ne pas faire de bruit. Soudain, un son étrange parvint du bureau, quelque chose entre un soupir et un râle. Elle éteignit l'aspirateur et tendit l'oreille. Silence. Peut-être l'avait-elle imaginé. Une minute plus tard, le son se répéta, mais cette fois accompagné d'un bruit sourd, comme si quelque chose de lourd était tombé par terre. Le cœur de Béatrice se mit à battre plus vite. Elle s'approcha de la porte du bureau et jeta un coup d'œil prudent à l'intérieur. Kelvin gisait sur le sol à côté de son fauteuil, une main agrippée à sa poitrine. Son visage était d'une pâleur mortelle, ses yeux étaient fermés. Sa respiration était courte et irrégulière. Des documents étaient éparpillés sur le bureau, et une tasse de café renversée s'étalait lentement sur le bois précieux. Une crise cardiaque. Béatrice comprit immédiatement. 30 ans de pratique médicale n'avaient pas été vains. Elle se précipita vers lui, tombant à genoux dans la flaque de café refroidi. Pas de pouls à son poignet. Béatrice pressa son oreille contre la poitrine du directeur.
Les battements de cœur étaient à peine audibles, faibles et arythmiques. Les secondes valaient de l'or. Elle lui bascula la tête en arrière, dégagea ses voies respiratoires et commença la respiration artificielle. Une insufflation dans sa bouche, 2 compressions thoraciques vigoureuses, une autre insufflation. Ses mains se souvenaient de chaque mouvement, affûtées par des années de travail et de soins intensifs. « Allez, Kelvin, respire », murmura-t-elle en poursuivant la réanimation. Sa blouse était trempée de sueur, ses genoux lui faisaient mal sur le sol dur, mais elle n'arrêta pas. Après plusieurs minutes, l'homme gémit faiblement, ses paupières papillonnèrent. Béatrice chercha un pouls. Il était apparu, bien que faible. C'est seulement alors qu'elle attrapa le téléphone sur son bureau et composa le 15. Infarctus aigu du myocarde, patient inconscient. Adresse, place centrale, bâtiment 15, 3e étage. Équipe de cardiologie requise immédiatement. Sa voix était calme et claire, la voix d'une professionnelle de la santé, pas d'une agente d'entretien. En attendant les médecins, Béatrice resta aux côtés du directeur, vérifiant son pouls, surveillant sa respiration, lui parlant doucement et d'une voix égale. « Tout ira bien, tenez bon. Les secours arrivent. » Kelvin ouvrit les yeux plusieurs fois, mais sa conscience était confuse. Les ambulanciers arrivèrent 12 minutes plus tard. Béatrice leur fit un bref rapport, homme, 52 ans, infarctus aigu du myocarde, mort clinique d'environ 3 minutes, réanimation effectuée. Les médecins échangèrent un regard. Habituellement, de telles informations provenaient de collègues, pas d'agente d'entretien. « Êtes-vous médecin ?» demanda l'ambulancier en chef en préparant la perfusion. « Je l'ai été », répondit sèchement Béatrice, en aidant à transporter le directeur sur le brancard. Dans l'ambulance, elle lui tenait la main et continuait de parler doucement. « Accrochez, Kelvin, nous y sommes presque. Vous allez vous en sortir. » Il ne pouvait pas répondre à cause du masque à oxygène, mais ses doigts serrèrent faiblement sa paume. À l'hôpital, le directeur fut immédiatement emmené en soins intensifs. Béatrice resta dans le couloir, ne sachant pas vraiment pourquoi. Sa blouse était tachée de café et de sueur, ses mains tremblaient sous la tension nerveuse. Elle s'assit sur le banc dur, pour la première fois de la soirée, s'autorisa à se détendre. 2 heures plus tard, un cardiologue sortit des soins intensifs. « Êtes-vous de la famille ?» demanda-t-il à Béatrice. « Non, je travaille dans le même bâtiment. C'est moi qui l'ai trouvé. » « Alors vous devriez savoir que vous lui avez sauvé la vie. 5 minutes de plus et il aurait été trop tard. Un travail de professionnel. » Le médecin la regarda attentivement. « Vous n'êtes certainement pas qu'une simple agente d'entretien. » Béatrice garda le silence. Le docteur haussa les épaules et dit « Son état est stable. Demain, il sera transféré dans une chambre normale. Si vous voulez lui rendre visite, venez après le déjeuner. » Le lendemain, Béatrice vint à l'hôpital avec un petit bouquet d'astés de son jardin. Kelvin était allongé dans une chambre individuelle, reliée à un moniteur. Son visage était pâle, mais son esprit était clair. En la voyant sur le seuil, il tenta de se redresser. « Ne bougez pas », dit doucement Béatrice en s'approchant du lit. « Comment vous sentez-vous ? » ?»« Vivant, grâce à vous. » Sa voix était rauque, mais reconnaissante. « Les médecins disent que vous m'avez sauvé la vie. Je ne sais même pas comment vous remercier. » Béatrice posa les fleurs dans un verre d'eau sur la table de chevet. Ses mains tremblaient légèrement. Elle s'assit sur la chaise à côté du lit et regarda longuement son visage. Les rides au coin des yeux, les tempes grisonnantes, la fatigue dans son regard, mais les traits étaient les mêmes qu'il y a 30 ans. « Kelvin », dit-elle doucement, sa voix portant une intonation particulière, comme si elle prononçait ce nom pour la première fois depuis de nombreuses années. « Tu ne me reconnais pas ?» Il la regarda attentivement, fronçant les sourcils, essayant de se souvenir de quelque chose. Le doute vacilla dans ses yeux, puis la surprise. « Devrais-je » demanda-t-il avec prudence. Béatrice retira son foulard de travail. Ses cheveux gris tombèrent sur ses épaules. Elle le regarda avec un sourire triste, et dans ce sourire, il y avait quelque chose de douloureusement familier. « Béatrice ?»« Béatrice Harris, de la 3e année de médecine », murmura-t-il, la voix tremblante. Béatrice hocha la tête, sans détourner le regard. Le silence s'installa dans la chambre, seulement rompu par le bip régulier du moniteur cardiaque. Kelvin ferma les yeux, comme pour tenter de concilier l'image de l'agente d'entretien à la blouse délavée avec le souvenir de la jeune fille qu'il avait aimée plus que sa propre vie. « Mon Dieu !» expira-t-elle. « Béatrice, combien d'années ont passé ?» Elle s'installa plus confortablement,
croisant les mains sur ses genoux. La chambre d'hôpital sentait l'eau de Javel et les médicaments, une odeur qui avait autrefois fait partie de sa vie. 30 ans, Kelvin, dit-elle, et cet ancien prénom, oublié, sonnait étonnamment naturel. Tu te souviens comment nous nous sommes rencontrés? Au cours d'anatomie, en première année. Tu étais assis seul, penché sur le manuel de Selnikov, et je n'arrivais pas à mémoriser la structure du cœur. Kelvin ouvrit les yeux et la regarda avec une expression de quelqu'un qui voit un fantôme. Tu t'es approché et tu as dit, peut-être que tu pourrais m'aider? J'ai un examen demain, mais ma tête est toute embrouillée. Et je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Les souvenirs de cette époque les submergèrent. L'Institut de médecine, un vieil édifice en briques avec de hauts plafonds et des planchers qui craquaient. L'amphithéâtre d'anatomie au 2e étage, qui sentait le formol, où il passait des heures interminables à étudier le corps humain. La bibliothèque au 4e étage, avec ses longues tables en bois, où ils préparaient leurs examens. Tu étais le meilleur étudiant de la promotion, poursuivit Béatrice, une chaleur nostalgique dans la voix. Tous les professeurs te prédisaient un avenir brillant. Et moi, j'étais juste une fille ordinaire d'une famille ouvrière. Papa travaillait comme serrurier à l'usine, maman à la cafétéria. Nous vivions dans un appartement, une chambre de 12 mètres carrés. Kelvin se souvint de leur premier rendez-vous. Il l'avait invité au cinéma, mais il n'avait jamais fini le film. Il n'arrêtait pas de parler, chuchotant dans l'obscurité de la salle. Après, il s'était promené le long des quais jusque tard dans la nuit, et Béatrice lui avait parlé de son rêve de devenir médecin pour aider les gens. « Tu te souviens de notre endroit ?» demanda-t-il. « Le banc dans le jardin d'été. On s'y retrouvait tous les jours après les cours. »« Je me souviens, » sourit Béatrice. « Tu m'apportais toujours une glace, un esquimau. Et en hiver, du thé chaud dans un thermos et des biscuits. Tu disais que j'étais trop maigre, que je devais mieux manger. » Ils sortirent ensemble pendant 2 ans. 2 années qui semblèrent une éternité et qui pourtant passèrent en un éclair. Kelvin était sérieux et déterminé, Béatrice, joyeuse et spontanée. Il l'aidait dans les matières difficiles, elle lui apprenait à trouver de la joie dans les choses simples. Ensemble, ils préparaient leurs examens, faisaient des gardes à l'hôpital et des projets pour l'avenir. Nous devions nous marier après l'université, dit Kelvin à voix basse. Tu voulais travailler comme médecin de campagne, je rêvais de chirurgie cardiaque. Nous avions même choisi les prénoms de nos futurs enfants, Jenny et Patrick. Béatrice hocha la tête. Si c'est une fille, Jenny. Si c'est un garçon, Patrick. Les souvenirs de ces soirées lointaines au dortoir refirent surface, quand ils étaient allongés sur un lit étroit et rêvaient à voix haute. Un appartement quelque part dans un nouveau quartier, un berceau près de la fenêtre, des dîners en famille autour d'une table ronde. Tout semblait si réel, si proche. Mais il y avait une autre partie de leur histoire. La mère de Kelvin, Catherine Brown, était la chef du service de chirurgie cardiaque, une médecin émérite, une femme à la volonté de fer et aux principes inflexibles. Elle avait donné naissance à Kelvin à 40 ans, après avoir perdu son premier enfant, et avait concentré tout son amour maternel inassouvi sur son fils unique. « Ta mère, » dit Béatrice, sa voix se durcissant. Elle a été contre notre relation dès le début. Catherine ne cachait pas ses sentiments à l'égard de la fiancée inappropriée de son fils. Lorsque Kelvin avait amené Béatrice chez eux pour la première fois pour un déjeuner de famille dans leur appartement spacieux, l'atmosphère était tendue à l'extrême. Sa mère avait accueilli la jeune fille avec une politesse formelle mais glaciale. À table, elle posait des questions sur la famille de Béatrice, l'éducation de ses parents, ses projets d'avenir. Chaque question sonnait comme un test destiné à être échoué. Elle m'a dit, Kelvin est un futur chirurgien aux perspectives brillantes. Il a besoin d'une femme du bon milieu, quelqu'un qui soutiendra sa carrière, pas qui deviendra un fardeau, se souvint Béatrice. Puis elle ajouta, rien de personnel, ma petite, mais l'amour seul ne suffit pas pour construire une famille. Kelvin rêvait de chirurgie cardiaque et voulait poursuivre l'œuvre de sa mère. Il avait toutes les qualités pour cela, des mains en or, un esprit analytique, la capacité de prendre des décisions dans des situations critiques. Le conflit s'envenima progressivement. Catherine utilisa tous les moyens à sa disposition pour séparer son fils de cette fille qui ne convenait pas. Elle parla au doyen de la faculté, tenta d'influencer l'affectation de Béatrice après l'obtention de son diplôme, laissa entendre au professeur qu'elle connaissait que leur relation était indésirable. Elle offrit même de l'argent à Béatrice pour qu'elle ne ruine pas l'avenir de Kelvin. « Tu te souviens quand elle m'a convoqué dans son bureau à l'hôpital ?» demanda Béatrice. C'était en mai, avant les examens d'État.
Elle m'a montré ton dossier, un diplôme avec mention, une recommandation quasi garantie pour un internat avec les meilleurs chirurgiens du pays, la possibilité d'un stage à l'étranger. Kelvin se souvint de cette conversation à travers le récit de Béatrice. Catherine avait été impitoyable dans son honnêteté. Elle avait expliqué à la jeune fille une simple arithmétique. Kelvin pouvait devenir un chirurgien exceptionnel, perpétuer la dynastie familiale, aider des milliers de gens. Ou il pouvait choisir l'amour et gâcher son talent dans un hôpital de province où il serait affecté s'il épousait la mauvaise fille. Elle m'a dit, si vous aimez vraiment mon fils, vous ne détruirez pas sa vie, poursuivit Béatrice. Et tu sais quoi, Kelvin? Elle avait raison. En partie. Kelvin tenta de protester, mais Béatrice leva la main pour l'arrêter. Non, écoute. J'ai compris que si nous nous marions, tu devrais choisir entre ta carrière et moi. Et ce choix te tourmenterait toute ta vie. Ta mère pouvait te fermer beaucoup de portes, et elle en aurait eu le pouvoir. Le silence s'installa dans la chambre. Kelvin gisait, le regard fixé au plafond, tandis que Béatrice regardait par la fenêtre la pluie d'automne qui venait de commencer à tambouriner contre la vitre. Les souvenirs de cette époque étaient douloureux pour tous les deux. Tu te souviens de cette soirée en juin, dit doucement Béatrice. Après avoir soutenu nos thèses. Nous devions fêter ça, mais au lieu de ça. Kelvin ferma les yeux. Il se souvenait de chaque détail de cette soirée. Ils s'étaient retrouvés à leur endroit habituel, un banc dans le jardin d'été. Béatrice était pâle et amaigrie, il voyait qu'elle n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits. Dans ses mains, elle tenait un dossier avec des documents d'affectation. Tu as dit que tu avais demandé à être affecté dans une autre région, se souvint-il. Dans un hôpital de district, dans un village dont je ne pouvais même pas prononcer le nom au début. Je n'ai pas compris. J'ai cru que tu plaisantais. Et tu m'as crié dessus, continua Béatrice. Pour la première fois en 2 ans, tu as haussé la voix. Tu as demandé quelle bêtise j'avais inventée, pourquoi je voulais gâcher ma vie. Cette conversation fut la plus douloureuse de leur relation. Kelvin ne pouvait pas comprendre pourquoi la fille qu'il aimait décidait soudain de partir au bout du monde. Béatrice ne pouvait pas lui parler de la discussion avec sa mère, cela aurait ressemblé à du chantage. Elle se contentait de répéter que c'était mieux pour eux deux. J'ai essayé de t'expliquer que nous étions trop différents, dit Béatrice, sa voix portant une vieille douleur. Que tôt ou tard, cette différence se mettrait entre nous. Ta mère avait raison, je ne suis pas faite pour être la femme d'une future star de la médecine. Mais je t'ai dit que je m'en fichais, s'exclama Kelvin en se redressant dans son lit, malgré les ordres du médecin. J'étais prêt à tout abandonner pour toi. C'est exactement pour ça que je suis partie, dit doucement Béatrice. Parce que tu aurais abandonné, et tu l'aurais regretté toute ta vie. Peut-être pas tout de suite, peut-être des années plus tard, mais tu l'aurais regretté. Et tu m'en aurais voulu. Elle se souvint de leur dernière rencontre, avant son départ. Kelvin était venu à son dortoir tard dans la nuit, alors qu'elle faisait déjà sa valise. Il l'avait supplié de rester, promettant qu'il trouverait une solution, que sa mère s'habituerait à elle et l'accepterait. Béatrice avait pleuré en répétant que sa décision était finale. Tu m'as dit alors, si tu pars, je ne te le pardonnerai jamais, se rappela-t-elle. Et j'ai répondu, mieux vaut que tu me détestes vivante que tu aies pitié de moi morte. Quelle bêtise, murmura Kelvin. Quelle morte? Kelvin, je serais morte à tes côtés, lentement, jour après jour. En sentant que j'avais ruiné ta vie, sous les regards de tes collègues qui me considéreraient indigne, en sachant que tu aurais pu accomplir bien plus si je n'avais pas été là. Béatrice partit à la fin du mois de juin, sans même un véritable au revoir. Elle laissa juste un mot à leur endroit habituel, sous une pierre. Pardonne-moi. Sois heureux. Ta Béatrice. Kelvin essaya de continuer ses études, mais rien n'y faisait. Il ne pouvait pas se concentrer sur les cours, ses mains tremblaient pendant les travaux pratiques. Tout lui rappelait Béatrice, l'amphithéâtre d'anatomie où ils s'étaient rencontrés, la bibliothèque où ils préparaient leurs examens, les couloirs de l'hôpital où ils rêvaient de travailler ensemble. Un mois après le départ de Béatrice, Kelvin prit une décision qui choqua sa mère et tous les professeurs. Il déposa une demande pour abandonner ses études de médecine. Catherine était furieuse. « Tu gâches ta vie pour une fille », lui cria-t-elle. Mais Kelvin était résolu. « Je ne peux pas être médecin sans elle », dit-il. Chaque fois que j'entrerai dans une salle d'opération, je me souviendrai de nos rêves de travailler ensemble. Et un mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte, dit Béatrice, et ces mots eurent l'effet d'un coup de feu. Kelvin se tourna brusquement vers elle, les yeux écarquillés. Quoi?
demanda-t-il. J'étais déjà enceinte à ce moment-là, en juin, mais je ne le savais pas. Je l'ai découvert seulement dans le train, quand j'ai commencé à avoir des nausées. Au début, j'ai cru que c'était les nerfs, les larmes, mais ensuite j'ai compris. Elle se souvint de cette période avec douleur. Un petit village du Nord où tout le monde se connaissait, où l'arrivée d'une jeune médecin célibataire était un événement. Les nausées matinales qu'elle cachait à ses collègues, le travail de médecin de district qui l'obligeait à se déplacer dans les villages par tous les temps, la solitude et les pensées constantes pour Kelvin. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Pourquoi ? Pour que tu quittes tout et que tu viennes me rejoindre. Que tu m'épouses par devoir ? Que tu enterres complètement ta carrière ?» Béatrice secoua la tête. « Je suis parti précisément pour empêcher que cela n'arrive. » Kelvin resta silencieux, assimilant ce qu'il venait d'entendre. Il avait du mal à réaliser que pendant toutes ces années, il avait une fille dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. « Comment s'appelle-t-elle » demanda-t-il finalement. « Jenny. Jenny, comme nous en avions rêvé. » Béatrice sortit une photo de son sac. Une jeune femme en blouse blanche, qui lui ressemblait beaucoup dans sa jeunesse, mais avec ses yeux et son menton à lui. Elle a 29 ans. Elle est en 6e année de médecine, ici, en ville. Elle veut devenir chirurgienne. Kelvin prit la photo avec des mains tremblantes. Il la regarda longuement, étudiant chaque trait de cette fille qu'il n'avait jamais vue. Elle sait pour moi ? Elle sait que son père est le médecin avec qui j'ai étudié. Elle sait que je l'aimais. Mais elle ne connaît pas ton nom. Béatrice marqua une pause. Je lui ai dit que tu étais mort dans un accident de voiture, peu de temps après avoir obtenu ton diplôme. Pourquoi ? La douleur perçait dans la voix de Kelvin. Pour qu'elle ne te cherche pas. Tu comprends, si elle avait appris la vérité, elle aurait certainement voulu te rencontrer. Et je ne pouvais pas permettre que ta nouvelle vie s'effondre à cause de l'apparition d'une fille illégitime. Béatrice lui raconta ses années dans le village. Comment elle avait accouché seule dans un hôpital de district, comment elle avait élevé sa fille sans aide, travaillant jour et nuit. Comment Jenny était tombée malade enfant et qu'elle était la seule médecin du village. Les nuits blanches où elle devait choisir entre un appel pour un patient gravement malade et son enfant qui pleurait à la maison. Je pensais à toi tous les jours, admit-elle. Surtout quand Jenny avait des difficultés, quand elle était malade ou qu'elle posait des questions sur son père. J'achetais des revues médicales, je lisais sur les nouvelles méthodes en chirurgie cardiaque et je pensais, voilà ce que Kelvin fait maintenant. J'étais fier de toi, de loin. 3 ans après son départ, Béatrice épousa un professeur d'histoire locale nommé Edgar. Un homme bon et calme qui aima sa fille comme la sienne et ne posa pas de questions inutiles sur le passé. Leur mariage dura 25 ans, pas passionné, mais chaleureux et fiable. Il est mort il y a 2 ans, dit Béatrice. Insuffisance cardiaque. Quelle ironie du sort. J'ai passé ma vie à soigner les gens, mais je n'ai pas pu sauver mon propre mari. Après la mort de son époux, elle décida de déménager en ville pour se rapprocher de sa fille, qui s'était inscrite en médecine. Trouver un poste de médecin à son âge était difficile, alors elle accepta un travail de femme de ménage dans une banque. Au moins, le travail était honnête et payait régulièrement. Et puis nous nous sommes rencontrés, conclut-elle son histoire. Le destin, probablement. Pendant tout ce temps, Kelvin était resté silencieux, tenant la photo de sa fille. Sa vie, qui lui avait semblé réussie et juste, apparut soudain sous un jour très différent. La carrière, l'argent, le statut social, tout cela était là, mais l'essentiel manquait. Il n'y avait ni famille, ni enfant, ni véritable amour. « Je ne me suis jamais marié, dit-il finalement. Ma mère est morte il y a 10 ans. Elle disait toujours qu'elle me trouverait une femme convenable, me présentait les filles de ses collègues, organisait des rencontres. Mais je n'ai pu aimer personne après toi. » Béatrice soupira doucement, écoutant sa confession. Dehors, la pluie s'intensifiait, coulant sur la vitre en traînées argentées. La chambre était chaude et silencieuse, seul le moniteur battait régulièrement, comptant les battements de cœur. « Et moi qui pensais que tu étais marié depuis longtemps, que tu avais tes propres enfants, dit-elle. J'imaginais ta femme belle, instruite, d'une bonne famille. Exactement comme ta mère le voulait pour toi. » Kelvin secoua la tête. « Ma mère a vraiment essayé. Tous les 6 mois, elle organisait des rencontres avec des filles convenables. Je me souviens, la première année après ton départ, elle m'a présenté Maggie, la fille d'un professeur de neurochirurgie. Belle, intelligente, de bonne famille. Tout ce qu'il fallait.
Il se souvint de ces mois douloureux où il essayait d'oublier Béatrice avec d'autres femmes. Maggie était vraiment gentille, une grande blonde aux traits fins et aux manières impeccables. Elle pouvait tenir une conversation sur la médecine, connaissait l'art, parlait 2 langues. La compagne parfaite pour un futur chirurgien. Nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois, poursuivit Kelvin. Elle attendait une demande en mariage, ma mère insistait pour un mariage. Mais je ne pouvais même pas l'embrasser sans penser à toi. Quand elle touchait ma main, je me souvenais de tes doigts. Quand elle riait, j'entendais ton rire. Maggie fut patiente et compréhensive. Elle expliqua sa froideur par la fatigue des études et le surmenage à l'institut. Mais son intuition féminine lui disait que la vérité était ailleurs. Finalement, elle mit fin à la relation elle-même, en disant qu'elle ne voulait pas se battre contre un fantôme. Et puis j'ai abandonné la médecine, dit Kelvin à voix basse. Béatrice le regarda, surprise. Quoi? Abandonné? Demanda-t-elle. Littéralement un mois après ton départ, j'ai déposé une demande d'abandon. Je ne pouvais pas rester entre ces murs où nous avions été heureux. Chaque salle de classe, chaque couloir me rappelait toi. Kelvin se souvint de cette période terrible. Il avait essayé de continuer à étudier. Dans l'amphithéâtre d'anatomie, tout lui rappelait Béatrice. L'endroit à la bibliothèque où ils étudiaient pour les mêmes l'odeur de formol était devenu insupportable. Ma mère était furieuse, lui dit-il. Elle a crié que je ruinais ma vie pour une fille. Elle ne comprenait pas comment on pouvait renoncer à sa vocation pour un amour malheureux. Et je lui ai expliqué, je ne peux pas être médecin sans elle. Chaque fois que j'entrerai en salle d'opération, je me souviendrai de nos rêves de travailler ensemble. Catherine tenta de le convaincre, le menaça même de le déshériter, mais Kelvin resta ferme. La médecine sans Béatrice lui semblait une trahison de leur rêve commun. « Et qu'as-tu fait alors » demanda Béatrice. « Je me suis inscrit à l'Institut d'économie, à la faculté de finance et de crédit. Je ne sais même pas pourquoi j'ai choisi ce domaine. Probablement parce que je voulais être le plus loin possible de la médecine. » Kelvin étudiait bien, mais sans enthousiasme, simplement parce qu'il fallait faire quelque chose. L'économie lui venait facilement, les mathématiques avaient toujours été son point fort. Mais son âme était vide. Il vivait comme une machine, études, examens, diplômes. Ma mère ne m'a jamais pardonné cette décision, jusqu'à la fin de sa vie, dit amèrement Kelvin. Elle disait que j'aurais pu sauver des vies, perpétuer l'héritage familial, mais qu'au lieu de ça, j'allais compter l'argent des autres. Elle m'appelait un traître aux traditions familiales. Après avoir obtenu son diplôme de l'Institut d'économie, Kelvin obtint un poste dans une petite banque commerciale en tant que spécialiste du crédit junior. Le travail était simple et ennuyeux, mais il l'exécutait consciencieusement. Étonnamment, je me suis révélé doué pour la banque, expliqua-t-il à Béatrice. J'avais un esprit analytique, la capacité de prendre des décisions rapides. Des qualités qui auraient dû faire de moi un bon chirurgien, mais qui se sont avérées utiles en finance. Kelvin gravit rapidement les échelons. Après 3 ans, il devint chef de service, après 5, directeur adjoint. Ses collègues le respectaient pour son professionnalisme et son honnêteté, les clients lui faisaient confiance. Il ne trichait jamais et parlait toujours honnêtement des risques et des opportunités. Après 10 ans, je suis devenu le directeur de la banque, raconta-t-il. L'ancien directeur a pris sa retraite et m'a recommandé au conseil d'administration. Il a dit que de toutes ces années de travail, il n'avait jamais rencontré une personne plus fiable et décente. Mais le succès matériel n'apportait pas le bonheur. Kelvin vivait dans une belle maison, conduisait une voiture chère, pouvait s'offrir n'importe quel divertissement, mais il n'y avait personne à ses côtés pour qui tout cela aurait eu un sens. Et les femmes ? Demanda prudemment Béatrice. Il y en a eu. Après Maggie, il y a eu Cécilia, une jeune économiste de notre banque. Intelligente, belle, follement amoureuse de moi. Elle était prête à tout pour moi, mais je ne pouvais pas lui rendre ses sentiments. Puis Polly, la fille d'un fonctionnaire influent du ministère des Finances. Être avec elle pouvait m'ouvrir de brillantes perspectives commerciales. Polly était d'une beauté exquise, savait se présenter dans n'importe quelle société, comprenait les affaires. L'épouse idéale pour un banquier. Mais à ses côtés, Kelvin se sentait comme dans un décor magnifique mais étranger. C'étaient toutes de bonnes femmes, dit-il. Chacune remarquable à sa manière. Mais aucune d'entre elles n'était toi. Aucune ne pouvait faire battre mon cœur comme il le faisait à tes côtés il y a 30 ans. La mère de Kelvin était en colère contre sa sélectivité. Tu ne ruines pas seulement ta vie, mais aussi la leur, disait-elle.
Tu es devenu trop difficile, il n'y a pas de gens parfaits. Elle ne comprenait pas qu'il ne s'agissait pas de perfection, mais du fait que son cœur appartenait à une seule et unique femme. Après mes 40 ans, ma mère a cessé d'essayer de m'arranger des rencontres, sourit tristement Kelvin. Elle a dit que j'étais un cas désespéré, que je passerais toute ma vie à me souvenir de cette étudiante en médecine. Elle t'appelait comme ça, l'étudiante en médecine. Pendant ce temps, loin de là, Béatrice vivait une vie complètement différente. Être médecin de campagne dans un village du Nord n'était pas seulement une profession, c'était un mode de vie. Elle était la seule médecin pour plusieurs villages du district, et les gens venaient la voir pour n'importe quel problème, du rhume aux accouchements compliqués. « Tu sais à quoi ressemblait ma vie là-bas » demanda Béatrice. Des appels à toute heure du jour et de la nuit. En hiver, à ski pour rejoindre les villages éloignés, en été en bateau sur les rivières. Jenny restait souvent seule pendant que j'allais voir les patients. Elle lui parla de Ketna, la vieille sage-femme qui l'avait aidée les premières années, de Derek, le pêcheur qui apportait du poisson frais chaque hiver pour la doctoresse et sa fille, de la façon dont tout le village avait collecté de l'argent pour les cadeaux de Noël de Jenny, sachant que la jeune mère célibataire était à court d'argent. J'ai fait des accouchements à la lueur des bougies quand l'électricité était coupée, se souvint-elle. J'ai traité des pneumonies avec des herbes quand il n'y avait pas de médicaments, j'ai amputé le doigt d'un bûcheron sur la table de la cuisine parce que l'hôpital était à plus de 100 km par des routes impraticables. Jenny grandit dans cette atmosphère de disponibilité constante pour aider les gens. Elle était habituée à ce que sa mère parte au milieu de la nuit pour voir un patient et ne revienne que le matin, habituée à dîner seule lorsque sa mère était retenue par des appels difficiles. Et en même temps, elle voyait comment les gens respectaient sa mère, combien ils lui étaient reconnaissants pour les vies qu'elle sauvait. Depuis l'enfance, elle disait qu'elle deviendrait médecin, lui raconta Béatrice. Mais pas n'importe quel médecin. Une chirurgienne. Elle disait qu'elle voulait sauver les gens comme sa mère, mais en mieux, de manière plus professionnelle. Quand Jenny eut 12 ans, Béatrice rencontra Edgar. Il était arrivé comme jeune professeur d'histoire après l'université. Un homme grand et mince, avec des yeux bons et un caractère doux. Il n'était pas beau au sens classique du terme, mais il y avait quelque chose de particulièrement fiable en lui. Edgar est apparu dans notre vie progressivement, raconta Béatrice. D'abord juste un voisin, louant une chambre de l'autre côté de la rue. Puis il a commencé à passer de temps en temps, pour du sel ou un conseil. Jenny l'a tout de suite aimé. Il savait raconter des histoires incroyables sur les anciens guerriers et les voyageurs. Edgar courtisa patiemment Béatrice pendant près d'1 an. Il comprenait que le souvenir de quelqu'un vivait dans son cœur, mais n'exigeait aucune explication. Il restait simplement à proximité, aidait aux tâches ménagères, jouait avec Jenny qu'il appelait oncle Edgar. Quand Jenny tomba malade, il veilla avec Béatrice à son chevet toute la nuit. « Je ne l'aimais pas comme je t'ai aimé », admit honnêtement Béatrice. Mais il a été un bon mari et un bon père pour Jenny. Il n'a jamais haussé la voix, ne m'a jamais reproché le passé. Il savait que Jenny avait un père biologique, mais n'a jamais demandé de détails. Leur mariage fut modeste. Quelques voisins, le directeur de l'école, le directeur de l'hôpital. Jenny portait une robe blanche cousue par une couturière locale. Edgar adopta officiellement la jeune fille et elle prit son nom de famille, Smith. Les années passèrent, calmes et stables. Edgar enseignait l'histoire à l'école, Béatrice travaillait à l'hôpital. Jenny étudiait bien, aidait sa mère dans le jardin, lisait des livres de médecine de la bibliothèque de l'hôpital. L'été, la famille allait chez les parents d'Edgar. L'hiver, ils skiaient dans les forêts voisines. Nous étions heureux, d'un bonheur familial tranquille, dit Béatrice. Pas passionné, pas orageux, mais réel. Edgar ne m'a jamais fait oublier le passé. Il m'a simplement donné le présent. Quand Jenny eut 18 ans, elle partit s'inscrire à l'Institut de médecine en ville. Béatrice et Edgar restèrent, mais leur maison semblait maintenant vide sans la voix cristalline de leur fille. Jenny rentrait pour les vacances, racontait ses études, ses nouveaux amis, à quel point la chirurgie était fascinante à apprendre. « Elle te ressemble beaucoup », dit Béatrice. La même détermination, le même désir de perfection. Seul son caractère est plus doux, probablement d'Edgar. Il y a 2 ans, la vie de Béatrice changea brusquement. Edgar se sentit mal en plein cours. Sa poitrine lui faisait mal, il avait du mal à respirer. Les enfants, effrayés, appelèrent Béatrice. Elle comprit immédiatement, une crise cardiaque. Mais l'hôpital de cardiologie le plus proche était à 200 km, et l'hélicoptère d'évacuation médicale ne pouvait pas voler à cause du mauvais temps.
Il est mort dans mes bras, dit doucement Béatrice, dans la salle de l'hôpital. Ces derniers mots ont été pour me demander si je prendrais soin de Jenny. J'ai promis que je ferais tout pour qu'elle devienne un bon médecin. Après les funérailles, Béatrice réalisa qu'elle ne pouvait plus rester. Tout lui rappelait Edgar, la maison, l'école, les voisins. Et Jenny étudiait en 4e année et avait besoin de soutien. Béatrice vendit la maison, fit ses adieux à ses collègues et patients, et déménagea en ville. Obtenir un poste de médecin à mon âge était impossible, dit-elle. Partout, ils exigeaient des certificats que je n'avais pas, des formations continues. Et Jenny avait besoin d'aide, le dortoir, la nourriture, les manuels. Alors je suis allée travailler comme agente d'entretien. Elle n'avait pas honte de son travail. L'argent était honnête, l'horaire pratique. Elle pouvait aider Jenny dans ses études. Et surtout, personne ne connaissait son passé, personne ne posait de questions inutiles. Juste tante Béatrice, qui nettoie bien et est toujours amicale. Et c'est ainsi que le destin nous a réunis à nouveau, conclut-elle. Qu'en penses-tu, est-ce une coïncidence ou non? Kelvin resta longtemps silencieux, assimilant tout ce qu'il avait entendu. Sa vie lui apparut soudain sous un jour complètement différent. Une carrière bancaire réussie, le bien-être financier, la reconnaissance sociale, mais l'essentiel manquait, la famille qu'il avait perdue 30 ans plus tôt en renonçant à son rêve de devenir médecin. « Tu sais quoi ?» dit-il finalement. « Je pense que ma mère avait tort. Elle croyait que l'amour ne devait pas influencer les décisions de vie. Mais j'ai réalisé que sans amour, toute réussite est vide. Je suis devenu un banquier prospère, mais je ne suis jamais devenu un homme heureux. » Kelvin regarda longuement la photo de sa fille, qu'il voyait pour la première fois de sa vie. Dans les traits de Jenny, il voyait à la fois ses gènes et une douceur maternelle. Surtout les yeux, exactement les mêmes, gris-vert, que les siens. « Elle veut vraiment devenir chirurgienne ?» demanda-t-il enfin. « Elle en rêve depuis l'enfance », confirma Béatrice. Elle dit qu'elle veut sauver les gens. En stage de cardiologie, elle s'est montrée brillante. Les professeurs la louent, disent qu'elle a des mains en or. Kelvin sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pas à cause de la maladie, mais à cause de la prise de conscience de tout ce qu'il avait perdu. 29 ans de la vie de sa fille. Ses premiers pas, ses premiers mots, ses diplômes scolaires, son entrée à l'institut. Tout cela lui était passé à côté. « Béatrice, dit-il doucement. Je veux la voir. La rencontrer. »« Mais comment ?» demanda-t-elle. « Elle pense que tu es mort. Je ne peux pas simplement arriver et dire « Tu sais, Jenny, je t'ai menti. Ton père est vivant et travaille comme directeur de banque. » Kelvin comprit la difficulté de la situation. Il ne pouvait pas simplement faire irruption dans la vie d'une adulte et détruire tout ce en quoi elle avait cru pendant des années. Mais il ne pouvait pas non plus continuer à vivre en sachant que sa fille existait sans la voir. « Et si nous lui disions la vérité progressivement ?» suggéra-t-il. « D'abord, nous nous rencontrons comme des collègues. Tu peux lui dire que tu as rencontré un médecin à l'hôpital qui a aussi étudié la médecine. » Béatrice réfléchit. L'idée était risquée, mais peut-être la seule possible. « D'accord », accepta-t-elle finalement. « Mais à une condition. Nous lui dirons tout seulement quand nous serons sûrs qu'elle est prête à l'entendre. Et seulement si tu veux vraiment être son père, pas juste satisfaire ta curiosité. »« Je le veux », dit fermement Kelvin. « Plus que tout au monde. » Le lendemain, lorsque Kelvin fut transféré dans une chambre normale, Béatrice vint le voir avec sa fille. Elle avait prévenu Jenny qu'elle voulait la présenter à quelqu'un qui avait autrefois étudié avec elle à l'institut. Jenny Smith entra dans la chambre et attira immédiatement l'attention. Une grande fille mince aux longs cheveux sombres et aux yeux gris-verts. Dans sa blouse blanche, elle avait l'air très adulte, mais ses traits juvéniles étaient encore visibles. « Maman m'a dit que vous avez étudié ensemble », dit-elle en s'approchant du lit. « Comment allez-vous ? Maman dit que vous avez eu une grave crise cardiaque. » Kelvin ne pouvait pas la quitter des yeux. La voix de sa fille, sa façon de parler, même ses gestes, tout lui rappelait Béatrice dans sa jeunesse. Mais il y avait aussi un sérieux particulier en elle. « Beaucoup mieux », répondit-il. « Grâce à votre mère. Elle m'a sauvé la vie. »« Ma mère a toujours été la meilleure médecin », dit fièrement Jenny. « Tout le monde dans notre village l'adorait. Je rêve de devenir comme elle depuis que je suis enfant. »« Et comment vont vos études ?» demanda Kelvin, essayant de cacher sa nervosité. « Pas mal. Je défends bientôt ma thèse sur la chirurgie cardiaque. C'est un sujet difficile mais intéressant.
Les méthodes modernes de revascularisation myocardique dans l'infarctus aigu. Kelvin fut surpris. Le sujet était en effet complexe, et le fait qu'une étudiante de 6e année soit si bien informée montrait son attitude sérieuse envers sa future profession. « Et où prévoyez-vous de travailler après l'obtention de votre diplôme ?» continua-t-il à demander. « Je veux entrer en internat de chirurgie cardiaque. Je rêve de travailler avec le professeur Johnson. On dit qu'il est le meilleur de la ville. » Jenny marqua une pause. « Mais la concurrence est rude et je n'ai pas de relation. » Kelvin et Béatrice échangèrent un regard. Le professeur Johnson était une bonne connaissance de Kelvin, ils avaient participé ensemble à des projets caritatifs de la banque pour équiper des hôpitaux. « Puis-je voir votre thèse ?» demanda Kelvin. « Je me suis moi-même intéressé à la cardiologie autrefois. » Jenny fut surprise, mais accepta. Le lendemain, elle apporta sa thèse, un dossier épais avec des recherches, des graphiques et des données statistiques. Kelvin lut son travail avec un étonnement croissant. Le niveau n'était pas celui d'une étudiante, mais tout à fait professionnel. « C'est vraiment votre travail ?» demanda-t-il. « Bien sûr, » dit Jenny, offensée. « J'y ai travaillé pendant 6 mois, étudié des cas cliniques, analysé des résultats d'opérations. » « Pardon, je ne voulais pas vous offenser. Votre travail est simplement très impressionnant. Une telle recherche pourrait servir de base à une thèse de doctorat. » Les yeux de Jenny s'illuminèrent à ce compliment. « Vraiment ?» dit-elle. « Mais mon directeur de thèse dit que c'est bien, mais sans grand enthousiasme. » Kelvin comprit que le directeur n'avait tout simplement pas reconnu le potentiel du travail, ou ne voulait pas s'occuper d'une étudiante de province sans relation. Pendant la semaine où Kelvin se remettait à l'hôpital, Jenny venait le voir tous les jours. D'abord avec sa mère, puis seul. Ils discutaient de médecine, de nouvelles méthodes de traitement, des perspectives de développement de la chirurgie cardiaque. Kelvin était étonné par la profondeur de ses connaissances et la maturité de son jugement. « Vous savez, » dit Jenny un soir. « Vous ressemblez vraiment à mon père. » Kelvin faillit s'étouffer avec son thé. « Enfin, pas physiquement, bien sûr. Mon père est mort quand j'étais toute petite. Mais ma mère m'a dit qu'il prenait aussi la médecine très au sérieux et rêvait d'aider les gens. »« Parlez-moi de lui, » demanda Kelvin, incapable de se retenir. « Maman dit qu'il était très gentil et intelligent. Ils ont étudié ensemble à l'institut, prévoyaient de devenir médecin et d'aider les gens. Mais il est mort dans un accident de voiture, peu après avoir obtenu son diplôme. » Jenny se tut. Maman l'aimait beaucoup. Même quand elle a épousé papa Edgar, je sentais que son cœur gardait le souvenir de son premier amour. Kelvin écoutait et son cœur se serrait de douleur. Alors Béatrice l'avait vraiment aimé toute sa vie, même en étant mariée à un autre. « Êtes-vous marié ?» demanda soudain Jenny. « Non, » répondit Kelvin. « Ça n'a juste jamais marché. C'est dommage. Vous avez l'air d'une bonne personne. Et maman aime beaucoup parler avec vous. Je vois comment elle s'illumine quand nous vous rendons visite. » En effet, Béatrice avait changé ces derniers jours. Elle avait de nouveau l'air d'une médecin, pas d'une agente d'entretien fatiguée. Ses yeux pétillaient. Elle discutait avec enthousiasme de sujets médicaux, donnait à Jenny des conseils sur sa thèse. À la fin de la semaine, Kelvin avait pris sa décision. Il ne pouvait plus se taire. Mais il devait d'abord parler seul à Béatrice. « Je veux lui dire la vérité, » dit-il après que Jenny fut partie pour ses cours. « Tu es sûr ?» demanda Béatrice. « Absolument. Regarde comme elle a grandi. Intelligente, gentille, déterminée. Elle comprendra. En plus, je veux l'aider avec son internat, avec sa future carrière. Et si elle ne pardonne pas le mensonge ? Elle pardonnera. Elle voit que nous l'aimons et que nous nous sommes aimés. » Béatrice réfléchit longuement, puis hocha la tête. « D'accord. Mais nous lui dirons ensemble. » Le lendemain, ils invitèrent Jenny dans un café près de l'hôpital. Elle arriva, joyeuse, elle venait de réussir son avant-dernier examen. Mais en voyant les visages sérieux de sa mère et de Kelvin, elle devint inquiète. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. « Jenny, » commença Béatrice. « Nous devons dire quelque chose à propos de ton père. » Le visage de Jenny se crispa. « Quoi exactement ?» Kelvin lui prit la main. « Jenny, ton père n'est pas mort dans un accident de voiture. Ton père, c'est moi. » Jenny retira vivement sa main, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que vous dites ? » « C'est la vérité, ma chérie, » dit doucement Béatrice. « Kelvin est ton père biologique. Nous nous sommes aimés à l'université, mais les circonstances nous ont séparés.
Je suis partie, déjà enceinte de toi, mais il ne le savait pas. Jenny resta silencieuse, son regard passant de sa mère à Kelvin. Le choc, l'incrédulité et la blessure se lisaient sur son visage. « Pourquoi m'avez-vous menti toutes ces années ?» demanda-t-elle finalement. « Parce que je voulais vous protéger tous les deux », répondit Béatrice. Kelvin construisait sa carrière, avait une autre vie. Et je ne voulais pas que la révélation d'une fille illégitime ne ruine tout. « Et vous ?» Jenny se tourna vers Kelvin. « Qu'avez-vous à dire ?»« Je dirais que je regrette chaque jour passé sans toi, » répondit-il. « Je suis prêt à rattraper le temps perdu, si tu me le permets. Et que je suis plus fier de toi que de toutes mes réussites réunies. » Jenny se leva de table. « J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, » dit-elle avant de partir. Pendant 3 jours, elle ne vint pas, n'appela pas. Béatrice était inquiète, et Kelvin s'en voulait d'avoir été trop pressé. Peut-être aurait-il dû attendre, mieux préparer le terrain. Le 4e jour, Jenny apparut dans la chambre d'hôpital. Ses yeux étaient rouges, montrant qu'elle avait beaucoup pleuré. « J'ai réfléchi, » dit-elle en s'asseyant sur une chaise à côté du lit. « J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit. Et j'ai réalisé une chose. » Kelvin et Béatrice retinrent leur souffle. « J'ai réalisé que je t'ai cherché toute ma vie, » continua Jenny, sans s'en rendre compte. « Quand j'ai choisi ma profession, quand j'ai lu sur la chirurgie cardiaque, quand j'ai rêvé de sauver des vies, je cherchais le père dont ma mère m'avait parlé. » Elle marqua une pause, essuyant ses larmes. « Et vous savez quoi ? Je vous ai trouvé. Oui, pas de la manière que j'imaginais. Oui, vous n'êtes pas un héros mort dans la fleur de l'âge. Vous êtes une personne vivante, avec vos erreurs et vos regrets. Mais vous êtes mon père. Et je veux apprendre à connaître le vrai vous. » Kelvin ne put se retenir et se mit à pleurer. Jenny s'approcha de lui et le serra dans ses bras. Pour la première fois de sa vie, elle serrait son père dans ses bras. « Papa » murmura-t-elle, et ce mot sonna comme une musique. Ce jour-là, lorsque Jenny l'appela papa pour la première fois, la vie de Kelvin changea radicalement. Il réalisa que toutes ses réussites, toute sa carrière, toute la richesse qu'il avait accumulée ne valait pas une seule minute passée aux côtés de la fille qu'il avait retrouvée après 30 ans de séparation. La première chose qu'il fit fut d'appeler le professeur Johnson. Lucas fut surpris de l'appel. D'habitude, il ne communiquait que pour des affaires liées à la charité de la banque. « Lucas, j'ai une faveur personnelle à te demander, » dit Kelvin. « Il y a une étudiante très talentueuse qui rêve de rejoindre ton internat, Jenny Smith. Pourrais-tu jeter un œil à sa thèse ? Kelvin, tu sais que la concurrence est féroce. Je ne peux pas faire d'exception. Je ne demande pas d'exception. Regarde juste son travail objectivement. Si tu le trouves digne, prends-la. Sinon, oublie ma demande. » 2 jours plus tard, le professeur Johnson rappela de lui-même. « Kelvin, où as-tu trouvé cette fille ? Sa thèse est une recherche scientifique sérieuse. Je suis prêt à l'accepter en internat sans examen. » Jenny était ravie de la nouvelle, mais se mit immédiatement à douter. « Papa, c'est grâce à toi que j'ai eu la place. Je ne veux rien recevoir d'immérité. »« Ma chérie, » expliqua patiemment Kelvin. « Le professeur Johnson ne sait même pas que tu es ma fille. Il a seulement évalué ton travail. Et avoir des relations en médecine, c'est normal. L'essentiel, c'est que tu justifies la confiance plus tard. » Mais Kelvin comprenait qu'aider la carrière de sa fille n'était qu'un début. Il devait reconstruire sa relation avec Béatrice, créer la famille qu'il n'avait pas eue pendant 30 ans. Après sa sortie de l'hôpital, Kelvin prit un mois de vacances, le premier en 10 ans. Chaque jour, il retrouvait Béatrice et Jenny, s'intégrant progressivement à leur vie. Il emmenait les filles au théâtre et au musée, achetait des livres de médecine à Jenny, aidait Béatrice à trouver un travail dans sa spécialité. « Tu sais, » dit Béatrice un soir alors qu'il se promenait le long des quais. « Je me demande depuis longtemps si je devrais retourner à la médecine. Après tout, mon âge, la longue interruption. » « Bien sûr que tu devrais, » la persuada Kelvin. « Tu as une expérience pratique colossale. Il y a une pénurie de médecins comme toi maintenant. Tout le monde ne connaît que la théorie, mais toi, tu sais travailler avec tes mains. » Il l'aida à renouveler ses certificats médicaux et paya pour des cours de perfectionnement. 2 mois plus tard, Béatrice obtint un poste de secouriste dans une ambulance. Le même travail que dans le village, mais en conditions urbaines. « Je me sens de nouveau médecin, » dit-elle, heureuse. Pas comme une agente d'entretien qui a autrefois soigné des gens. La relation entre Kelvin et Béatrice se rétablissait lentement, prudemment. Trop d'années avaient passé,
Trop de douleurs s'étaient accumulées. Mais l'amour qui avait sommeillé dans leur cœur se réveillait progressivement. « J'ai peur », admit Béatrice un soir. « J'ai peur que nous soyons devenus trop différents. Tu es habituée à une autre vie, à un autre cercle social. Et moi, je suis juste une simple femme de province. » « Béatrice, dit doucement Kelvin. Tu m'as sauvé la vie 2 fois. Il y a 30 ans, quand tu m'as poussé à devenir meilleure. Et maintenant, en redonnant un sens à ma vie. » Jenny observait ses parents avec tendresse et en même temps avec anxiété. Elle voyait comment ils se tendaient la main, mais craignait de faire le pas décisif. La jeune fille décida de prendre l'initiative. « Écoutez, dit-elle lors d'un dîner de famille. Je suis déjà une adulte et je comprends que vous vous aimez. Que attendez-vous? D'avoir 100 ans? » Kelvin et Béatrice rirent. « La fille a raison, dit Kelvin. Béatrice, épouse-moi. Officiellement, avec une robe blanche et des alliances, comme nous en rêvions il y a 30 ans. Mais je suis déjà vieille, rougit Béatrice. N'importe quoi, renifla Jenny. Vous êtes encore jeunes et beaux tous les deux. En plus, j'ai besoin de frères et sœurs. Jenny. Béatrice rougit encore plus. Quoi? Papa a 52 ans, tu en as 55. Un âge tout à fait reproductif. Donnez-moi au moins un frère. Kelvin fit sa demande en bonne et due forme, avec une bague, des fleurs et un genou à terre, dans ce même jardin d'été, sur leur vieux banc. Béatrice pleura en enfilant la bague, les mêmes larmes de bonheur qu'il y a 30 ans. Ils décidèrent d'avoir un mariage modeste mais beau. Seuls les plus proches étaient présents à la mairie, Jenny, quelques collègues de Kelvin, de vieux amis de Béatrice de la faculté de médecine venus d'autres villes. Béatrice portait une simple robe beige et tenait un bouquet de roses blanches. Pas une jeune mariée, mais une femme heureuse qui avait enfin trouvé son destin. Kelvin ne portait pas de smoking, mais un costume sombre ordinaire. Il voulait que tout soit naturel, sans faste. « Kelvin, consentez-vous à prendre Béatrice pour épouse ?» demanda l'officier d'état civil. « Oui, je le veux », répondit fermement Kelvin. « J'ai attendu ce moment pendant 30 ans. Et vous, Béatrice ?» « Oui, je le veux », murmura Béatrice à travers ses larmes. « Et je l'aimerai pour le reste de ma vie. » Jenny était le témoin de sa mère. Quand ses parents s'embrassèrent après l'enregistrement, elle ne put retenir ses larmes de joie. Après la mairie, ils allèrent dans un petit restaurant confortable, sans foule d'invités ni grand discours. Kelvin porta un toast aux secondes chances que le destin nous offre, à l'amour qui ne meurt jamais, et à notre fille qui nous a rendus l'un à l'autre. À la famille, ajouta Béatrice. À la vraie famille que nous avons enfin créée. Ils passèrent leur lune de miel en Europe. Kelvin voulait montrer à sa femme un monde qu'elle n'avait jamais vu en vivant dans son village. Paris, Rome, Vienne. Béatrice regardait tout avec des yeux grands ouverts, comme une enfant. Et Kelvin la regardait et comprenait que toutes les richesses du monde ne valaient pas son sourire heureux. De retour, ils s'installèrent dans la maison de Kelvin, une grande demeure confortable en banlieue. Jenny eut sa propre chambre, que Béatrice décora avec joie. La jeune fille vivait toujours au dortoir, mais venait maintenant souvent chez ses parents. « Tu sais, » dit Béatrice à son mari 6 mois après le mariage. « Parfois, je me demande ce qu'aurait été notre vie si nous ne nous étions pas séparés à l'époque. »« Différente, » répondit Kelvin. « Peut-être meilleure, peut-être pire. Mais certainement pas aussi riche. Nous avons tous les deux traversé beaucoup de choses, beaucoup appris. Maintenant, nous apprécions ce que nous avons. » En effet, leur amour tardif était spécial. Mûr, conscient, éprouvé par le temps. Ils ne se disputaient pas pour des broutilles, ne créaient pas de drame et considéraient chaque jour passé ensemble comme un cadeau. Jenny excellait dans son internat. Le professeur Johnson ne tarissait pas d'éloges sur son étudiante, talentueuse, travailleuse, avec des mains en or. Elle deviendra une chirurgienne exceptionnelle, disait-il à Kelvin. Des étudiants comme elle, il n'en apparaît qu'un par décennie. 1 an après le mariage de ses parents, Jenny termina son internat avec les honneurs. Ses 2 parents étaient officiellement présents à la soutenance. Kelvin ne cachait plus que Jenny était sa fille, au contraire, il en était fier. « Nous avons parcouru un long chemin », dit-il dans son discours au banquet célébrant la fin de l'internat de Jenny. « Il y a 30 ans, le destin nous a séparés, mais il nous a aussi réunis. Et vous savez quoi? Je suis reconnaissant pour tout. Pour la séparation et pour les retrouvailles. Parce que maintenant, nous avons ce qu'il y a de plus précieux au monde, la famille. »
Béatrice travaillait au service d'urgence et était heureuse. Ses collègues la respectaient pour son expérience et son professionnalisme. Kelvin continuait de diriger la banque, mais le travail n'était plus le sens de sa vie. La famille était le plus important. Leur maison accueillait souvent des amis, des médecins, des collègues de Kelvin et des camarades de classe de Jenny. Béatrice cuisinait, Kelvin racontait des histoires, Jenny présentait les nouveaux appareils médicaux que son père achetait pour elle. Vous savez, dit un jour Jenny. Avant, j'enviais mes camarades de classe qui avaient des familles complètes. Et maintenant, ce sont eux qui m'envient. Ils disent que j'ai les meilleurs parents du monde. Parce que nous t'aimons très fort, dit Béatrice. Et parce que nous sommes enfin devenus une vraie famille, ajouta Kelvin. Ce soir-là, exactement 1 an après la crise cardiaque de Kelvin, ils étaient tous les 3 assis sur la terrasse de la maison, à regarder les étoiles. Jenny feuilletait des revues médicales, se préparant pour l'opération de demain. Béatrice tricotait, une habitude qu'elle avait gardée de ses années dans le Nord. Kelvin savourait simplement le silence et la proximité des personnes qu'il aimait le plus. Merci, dit-il doucement à sa femme. Pourquoi ? Pour m'avoir sauvé la vie. Dans tous les sens du terme. C'est le destin, sourit Béatrice. Nous étions faits l'un pour l'autre, nous nous sommes juste un peu perdus en chemin. L'essentiel, c'est que nous nous soyons retrouvés, dit Jenny sans lever les yeux de sa revue. Et maintenant, j'ai une famille complète. Certes, un peu en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Ils restèrent assis en silence. Chacun pensait à ses propres choses. À la façon étrange dont les destins humains s'entremêlent, au fait que le véritable amour ne meurt vraiment jamais, qu'on peut recommencer sa vie même après 50 ans. Et quelque part dans la ville, la vie ordinaire suivait son cours. Les gens se dépêchaient, résolvaient des problèmes, faisaient des projets. Et parmi eux, il y avait sûrement ceux qui cherchaient leur amour, qui avaient perdu espoir, qui pensaient que le bonheur leur était passé sous le nez. Si seulement ils connaissaient l'histoire de la famille Brown, peut-être croiraient-ils qu'il n'est jamais trop tard pour changer sa vie pour le mieux. L'histoire de Béatrice, l'agente d'entretien, et de Kelvin, le directeur de la banque, est devenue la preuve que les vrais sentiments sont plus forts que les circonstances, les préjugés et le temps. Que l'amour parental est capable de sacrifice et que la gratitude d'un enfant peut guérir toutes les blessures.